Pour commencer, je voudrais remercier Hervé Pajot qui m'a invité à participer à cet album consacré à Sophie Germain et ainsi à découvrir cette mathématicienne de la fin du XVIIIe siècle. Donc je dois dire que je n'ai rien compris aux précédents exposés en tant qu'historienne et que j'aurais eu 0 sur 20 au quiz de Vanessa. J'espère que vous allez comprendre mon exposé, mais je pense que ça sera plus facile. Donc je vais vous montrer que le contexte intellectuel dans lequel vivait Sophie Germain était évidemment, on l'a compris, déjà défavorable aux femmes. Donc la femme est la femelle de l'homme, c'est ainsi que définit la femme dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert en 1751. Donc aujourd'hui, cette définition peut nous choquer. Cependant, jusqu'au XXe siècle, la femme a bien été définie dans le Larousse et le Petit Robert comme un être humain de sexe féminin, la compagne de l'homme, voilà, la femme, et avec comme adjectif le caprice, la femme mariée, la jolie femme, la belle femme. Donc autant de représentations négatives, sexuées, qui relèvent d'un triple discours qui puise ses racines dans l'Antiquité et dans la religion chrétienne. La religion chrétienne, tout d'abord, puisque la femme a été créée, Ève, après Adam, d'une côte d'Adam, et que c'est elle, la pécheresse, qui a tendu à Adam la pomme qu'il a croquée, hein, cet idiot. Dans un second temps, le discours médical hérité d'Hippocrate, le grand médecin grec, dont les idées ont été reprises par Galien, un médecin de la Renaissance, fait de la femme un être physiquement inférieur à celui de l'homme, le sexe faible, un être froid, humide, qui joue un rôle passif dans la reproduction. La femme est assimilée à un vase dans lequel l'homme verse sa semence. Les organes sexuels de la femme ne sont pas connus. On pense que ces organes sexuels s'assimilent à un pénis rentré, autant dire à un pénis raté, ce qui fait de la femme un moindre mâle, un homme raté. Au XVIIIe siècle, les progrès de l'anatomie vont conduire à la découverte de l'utérus, mais cette singularisation de la femme comme un être différent de l'homme renforce en fait son infériorité. En effet, on pense à partir de ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui que la femme est soumise à son utérus, à ses vapeurs, au moment des règles, de la grossesse, et donc de cette faiblesse institutionnelle, de cette femme-corps, femme-utérus, découle une faiblesse intellectuelle. Et ça, c'est le troisième et dernier discours de représentation négative, le discours des pédagogues. Personne ne remet en doute que la femme dispose d'un intellect, mais celui-ci est vu comme conduit par son corps. La femme utérus ne peut pas fixer longtemps son esprit, elle est incapable d'abstraction, de génie créateur. Tout au plus lui concède-t-on la sensibilité, l'intuition, l'imagination. En conséquence, les femmes ne peuvent pas accéder aux études supérieures qui se mettent en place dans les collèges et les universités. Les femmes de l'élite sont simplement éduquées dans des couvents avec une éducation tout à la fois morale, religieuse et aussi mondaine avec les arts d'agrément. On peut quand même saluer François Poulain de la Barre, qui est une exception, puisque ce disciple de Descartes, grand physicien, dès 1673, montre que la différence entre l'intelligence des femmes et des hommes n'est pas une question de nature, mais de culture, le défaut d'éducation des femmes qu'il propose de combler. À ce déterminisme biologique conduit donc à un déterminisme socio-culturel des rôles. À l'homme, la sphère publique, à la femme, la sphère privée. La femme, c'est la mère, c'est l'épouse. Dans le cadre d'une famille patriarcale, où la femme est une mineure sur le plan juridique, les femmes, sous l'Ancien Régime, n'ont aucun droit, et ça sera encore le cas, on va le voir, au XIXe siècle. Elles ne peuvent disposer de leurs biens, notamment, sans la procuration de leur père, puis de leur mari. Et donc, si Sophie Germain a choisi le célibat, eh bien, c'est que pour les femmes de l'élite, bourgeoises, fortunées, qui n'avaient pas besoin de travailler pour vivre, c'est une des seules formes d'indépendance avec le veuvage. Quand on avait la chance d'être veuve, on était aussi libéré de la domination masculine. Donc, le siècle des Lumières, on l'a vu avec la définition de l'encyclopédie, ne rompt pas radicalement avec ce modèle. Cependant, les philosophes des Lumières mettent l'accent sur le développement de l'esprit humain, de l'entendement des individus débarrassés de la tutelle ecclésiastique et de la monarchie. Et donc, les philosophes vont s'intéresser à la raison des femmes. Ils sont quand même assez ouverts à l'intelligence féminine. Et cette philosophie des Lumières, c'est une philosophie largement scientifique. On pense toujours à Voltaire, à Diderot, les romanciers.
Mais on oublie que d'Alembert, un grand mathématicien, était le co-directeur avec Diderot de l'encyclopédie. On pense aussi à Condorcet, membre de l'Académie des sciences et qu'en histoire on appelle un des pionniers des statistiques. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Donc ici, il s'agit de s'interroger sur la place des femmes dans les sciences avec une réflexion sur les règles sociales et les conceptions de l'espace scientifique du XVIIIe siècle. En fait, il existe une tension et des conflits entre deux conceptions de la science. Une conception mondaine, la science des dames, et une conception savante, mais qui est masculine, qui a triomphé avec la Révolution française. Donc la science mondaine, ou la science des dames, comme je disais, au XVIIIe siècle, les femmes dont on parle ici, ce sont des dames, c'est-à-dire qu'elles participent aux élites. Moins de 10% de la population, ce sont des nobles ou des bourgeoises comme Sophie Germain, qui ont à la fois l'argent et le loisir nécessaires pour s'adonner à des travaux scientifiques. Et ces dames, ces femmes de l'élite, elles se passionnent, à la suite des hommes, pour les progrès scientifiques. Elles constituent, notamment à Grenoble, je l'ai constaté dans les archives, des cabinets dans lesquels elles entreposent divers objets comme des microscopes, des petites lunettes astronomiques, des cornues, et elles font des expériences. Pour aider ces femmes et pour nourrir leur intérêt, toute une littérature de vulgarisation, un peu comme la BD ici, se développe. Les plus grands scientifiques, Fontenelle, Euler, n'hésitent pas à écrire des manuels de sciences à destination des femmes. Le premier, c'est celui de Fontenelle, un membre de l'Académie des sciences, qui publie en 1686, quelques années après le passage de la comète en 1681, qui avait suscité un engouement pour l'astronomie, des entretiens sur la pluralité des mondes, un dialogue entre un homme, un philosophe, qui est une sorte de mixte entre Copernic et Descartes, et une jeune marquise. Et donc le philosophe instruit la marquise sur un mode plaisant des découvertes astronomiques et notamment de la possibilité de l'existence de mondes habités. Déjà l'intérêt pour les extraterrestres. Et donc ça a eu un succès fou, 33 éditions du seul vivant de Fontenelle. D'autres manuels très célèbres, celui d'Algarotti, publié en italien mais traduit dans toute l'Europe, qui diffuse les idées de Newton, ou Euler aussi, pour la physique et les mathématiques. Donc cette vulgarisation de la science passe aussi par les conférences, un peu comme aujourd'hui, et des conférences qui sont des spectacles. Hervé a tout à l'heure invité à un spectacle qui va se tenir tout à l'heure. Et donc là, c'est la physique, qui est la science qui attire le plus d'amateurs d'expériences spectaculaires. Un de ses conférenciers les plus célèbres est l'abbé Nollet, un spécialiste de l'électricité, qui dans son salon va organiser des chaînes d'individus qu'il électrifie jusqu'à 140 personnes. Il organise aussi des spectacles d'optique en inventant la première lanterne magique, où on voit comme des spectacles qui défilent. Benjamin Franklin, ambassadeur de la République des États-Unis, célèbre physicien, présente son paratonnerre devant un public mondain complètement acquis. On pense aussi au vol de ballons. Le premier a lieu sur le Champ de Mars en 1783, mais après, toutes les grandes villes de province vont organiser des lâchers de montgolfières qui sont financés en partie par le public, qui se presse pour voir ses premières expériences aériennes. Donc tout ça, la multiplication de ces spectacles scientifiques un peu partout dans les clubs, les musées, les cafés, les différentes sociétés, tend à amoindrir l'autorité de l'Académie des sciences. Et donc, la science devient aussi l'affaire de charlatans. Tout le monde cherche un médicament. Ça fait aussi écho à ce qui se passe actuellement. Parmi les médicaments, l'électricité. On est persuadé qu'en électrifiant les paralytiques, on va leur redonner l'usage de leurs jambes. Mais le plus célèbre de ces charlatans, c'est Mesmer, un médecin allemand qui s'installe à Paris et qui théorise l'idée d'un fluide magnétique qui agit dans tout le cosmos et notamment dans les corps vivants. Et donc, il explique les maladies par le blocage de ce fluide qu'il s'agit de refaire circuler dans le corps des malades. Et pour cela, il plonge les malades, et notamment les femmes, dans des baquets remplis d'eau et de ferraille. Et à l'aide de barres de fer, il tente de refaire circuler ce fluide magnétique
provoquant évanouissement, crise d'hystérie dans un public conquis à la fois d'hommes et aussi de femmes. D'où la fureur de l'Académie des sciences, qui remet plusieurs rapports en 1784 pour condamner cette méthode, mais sans succès, devant l'engouement général pour Mesmer, y compris à Grenoble. Donc Sophie Germain, c'est Anne Boyer qui l'a montré dans la BD, refuse cette science mondaine. Elle refuse d'être ainsi cantonnée dans la catégorie des amateurs. Elle veut être une véritable femme scientifique, et pour cela, elle doit lutter avec des institutions savantes qui sont masculines. Une exception cependant en Europe, l'Italie. Dans les États italiens, les académies sont ouvertes aux femmes, et la seule université ouverte aux femmes en Europe à cette époque est l'université de Bologne, où enseigne notamment Laura Bassi, une spécialiste de Newton, dont un des élèves qui lui a voué un grand culte est Alessandro Volta, que je ne vous présente pas. En France, les académies, notamment des sciences, sont masculines, sont des bastions de la masculinité. Mais Elisabeth Badinter, en 1983, a présenté la figure de la marquise du Châtelet, longtemps cantonnée à être présentée comme la maîtresse de Voltaire. Elisabeth Badinter a montré que la marquise du Châtelet a joué un rôle important en France comme première traductrice des principes mathématiques de Newton. Sa traduction du latin au français a fait autorité pendant tout le XIXe siècle. Elle s'est battue avec l'Académie des sciences, s'habillant en homme, pour fréquenter les assemblées de savants, notamment dans les cafés à Paris, et elle a envoyé de manière anonyme sa dissertation sur la propagation du feu à l'Académie des sciences, premier mémoire féminin publié par l'Académie. Donc une pionnière avant Sophie Germain. Toutes ces publications, notamment ces institutions de physique, lui valent beaucoup de controverses avec le directeur de l'Académie des sciences, qui a du mal à supporter ces critiques vis-à-vis notamment de la théorie des forces. D'Ortus de Méran tente de la faire taire, mais finalement c'est Madame du Châtelet qui a le dernier mot en écrivant « Je ne suis pas secrétaire de l'Académie, mais j'ai raison, et cela vaut tous les titres ». Et donc l'Europe scientifique lui donne raison. Elle est élue à l'université de Bologne, donc un titre honorifique, et elle est classée, à cette époque, il y avait déjà des classements de Schengen, si on peut dire, parmi les 10 grands savants qui comptent, hommes ou femmes, dans l'Europe de ce milieu du XVIIIe siècle. D'autres femmes aussi sont des scientifiques de premier plan, mais souvent parce qu'elles sont les épouses d'un grand savant. Et le plus bel exemple, c'est le très beau tableau, évidemment, de David, qui montre Lavoisier, un chimiste, dont les œuvres ont été diffusées par sa femme, qui était aussi sa collaboratrice. Finalement, à partir des années 80 et avec la Révolution française, c'est une république des sciences masculines qui se met en place, évinçant les femmes. Et là, Sophie Germain va en être victime. On le voit sur les savoirs. Actuellement, on parle beaucoup des violences gynécologiques imposées aux femmes et leur dénonciation. Donc ce monopole masculin sur les savoirs médicaux date du XVIIIe siècle, enfin de la fin du XVIIIe siècle. Traditionnellement, l'accouchement, c'était un savoir féminin qui se transmettait de femme en femme. C'était une forme d'aide donnée aux femmes en couche par les matrones. Au XVIIIe siècle, l'État monarchique, face à la menace d'une dépopulation, qui en fait n'existait pas, mais qui s'inquiète en tout cas de la très forte mortalité en couche des femmes, va payer une Madame du Coudray, une sage-femme, fille de médecin, pour établir dans toutes les grandes villes de France des écoles de sages-femmes. Donc Madame du Coudray est spécialiste, est la première à faire la pédagogie du geste. Donc elle invente un mannequin, ce qu'elle appelait sa machine, pour enseigner aux sages-femmes dans toutes les villes de France l'obstétrique. Et donc sa méthode sur le geste, sur la pratique, est imitée par les chirurgiens accoucheurs. Les chirurgiens accoucheurs refusent de suivre ses cours, mais dans les faits, ils lisent ses manuels, ils reprennent sa méthode, auquel ils ajoutent un instrument, le forceps. Et c'est ainsi qu'à la fin du XVIIIe siècle, paradoxalement, ce sont les chirurgiens accoucheurs, notamment Baudeloc, qui tout à l'heure Vanessa a évoqué la reine Marie-Antoinette et sa correspondance avec son amant. Donc Marie-Antoinette qui accouche du dauphin en 1784 grâce à un homme, alors que c'était mal vu à cause de la pudeur nécessaire. Et donc désormais, ces médecins accoucheurs, ces chirurgiens accoucheurs apparaissent comme l'incarnation de la science,
face au supposé obscurantisme des matrones et des sages-femmes. Et donc, en mars 1803, la profession de sage-femme est reconnue, mais à condition que les sages-femmes soient nommées et contrôlées, mises sous surveillance par les médecins et les chirurgiens accoucheurs. Et ça jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire. Puisque la profession de sage-femme est très dévalorisée. Donc la Révolution, finalement, termine cette masculinisation du champ scientifique, qui n'avait jamais vraiment cessé. Certes, pendant la Terreur, avec la sans-culotterie, Robespierre, on veut de nouveau vulgariser la science, et notamment près du peuple, mais aussi près des femmes. Mais très vite, dès la chute de Robespierre en 1794, la République bourgeoise, la République des notables, qu'on appelle la République du Directoire, va mettre en place des établissements scientifiques masculins. Désormais, vulgariser, ça veut dire enseigner, ce qu'on fait aujourd'hui. Et enseigner, ce n'est pas confié à n'importe qui. Enseigner, c'est confié aux membres des grandes institutions qui sont alors créées en 1795, l'Institut national, qui existe toujours, les grandes écoles, Polytechnique a été créée en 1995, l'École normale supérieure un petit peu avant, le Muséum national d'histoire naturelle. Et donc c'est pour ça que Sophie Germain doit prendre le nom d'un élève de Polytechnique, Monsieur Leblanc, pour pouvoir suivre les cours. Et le Code civil, ou Code Napoléon, évidemment, termine cette exclusion des femmes de la sphère scientifique. Outre l'exclusion totale de leurs droits politiques qui n'avaient jamais vraiment existé, elles ont une interdiction d'accès au lycée, nouvelle création napoléonienne, et aux universités impériales. Donc ça, c'est inscrit dans le Code. Et vous lisez le Code, l'article 1124. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. Donc, pour terminer, eh bien, on peut dire que c'est grâce à l'amitié de Joseph Fourier, secrétaire de l'Académie des sciences, que Sophie Germain a pu assister aux conférences de cette académie. Et on ne peut que le saluer ici, puisqu'on est dans un institut qui porte son nom. Je vous remercie.